suis doctorante entre Gustave Roussy et le MIX Centrale Supélec, et je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux qui portent sur le développement de réseaux de neurones en analyse de survie. Je vous présenterai d'abord les méthodes que nous avons employées, je vous présenterai ensuite les données qu'on a utilisées et les résultats obtenus. Je vais d'abord remettre quelques éléments de contexte. Donc l'analyse de survie, c'est l'étude de délai de survenue d'un événement pour un ou plusieurs groupes d'individus. Et l'analyse de survie fait apparaître des données censurées. Et le modèle classique pour traiter ces données, c'est le modèle de Cox. Or ici, on a voulu travailler sur des réseaux de neurones qui sont des types de modèles qui sont nouvellement utilisés en analyse de survie. Ils présentent l'avantage d'avoir une architecture flexible, d'avoir une capacité à modéliser des données non linéaires et complexes, notamment des interactions complexes qui peuvent exister entre les covariables et le temps de survie. Et il faut trouver par contre une méthode pour les adapter aux données censurées. Notre objectif ici, ce sera donc d'implémenter et de comparer des réseaux de neurones avec des méthodes spécifiques pour traiter les données censurées. Donc, je vais maintenant revenir sur les méthodes utilisées. On a d'abord utilisé des réseaux de neurones avec pseudo-observation. Je reprends la définition des pseudo-observations, la définition de référence proposée par Anderson. La pseudo-observation pour un individu donné est la contribution de cet individu à l'estimateur de Kaplan-Meier. On la calcule comme la différence entre l'estimateur de Kaplan-Meier pour tous les individus et l'estimateur de Kaplan-Meier sans cet individu. Et elle est calculée pour tous les individus à un temps donné, quel que soit le statut de l'individu, c'est-à-dire s'il a été censuré ou si on a son temps d'événement. Il y a la définition de référence qu'on appelle comme un pseudo-continuous. Et après, on propose d'autres manières de calculer les pseudo-observations, pseudo-discrètes, donc qui est comme la méthode de référence, mais placée en temps discret. Ensuite, pseudo-KM, qui est une méthode hybride entre la définition de référence et un ratio de Kaplan-Meier dans le cas où on a censure. Et enfin, pseudo-optime, qui rajoute une contrainte pour que la pseudo-observation soit comprise entre 0 et 1. J'ai rajouté des petites illustrations pour qu'on voit un peu ce que ça donne pour ces manières de calculer les pseudo-observations. Donc on a à gauche le cas où on a un individu avec censure et à droite le cas où on a un individu avec événement. Et les deux temps censure et événement sont indiqués par la droite verticale violette. Après on a différentes droites verticales grises qui indiquent les temps auxquels on a calculé les pseudo-observations. Et donc on voit que les différentes pseudo-observations ont les contraintes qu'on a indiquées. Par exemple la pseudo-observation pseudo-optime, qui est la ligne bleue, est bien comprise entre 0 et 1. On va voir qu'elle est plus tassée par rapport aux autres. Ces différentes pseudo-observations sont ensuite rentrées dans des réseaux de neurones. On a également comparé donc ces modèles avec pseudo-observations et réseaux de neurones à d'autres modèles de réseaux de neurones qui ont été publiés assez récemment en analyse de survie. On a d'abord le modèle Cox-CC qui s'appuie sur une fonction de perte spécifique qui permet de réaliser de la descente de gradient par batch. Et donc cette fonction de perte s'appuie sur l'idée de K-control. Là, on aurait le cas qui serait I, donc on a les covariables XI qui correspondent à l'individu IK, et on aurait le contrôle qui serait l'individu J qui fait partie d'un sous-ensemble à risque. Ensuite, on a le modèle Cox-Time, qui est une extension du modèle Cox-CC, auquel on a ajouté la variable temps. Et donc, l'avantage ici, c'est que ça nous permet de dépasser l'hypothèse de proportionnalité des risques du modèle de Cox. Et enfin, on a le modèle Deep Hit, qui est un autre modèle assez récent et qui se place en temps discret, donc qui aussi dépasse l'hypothèse de proportionnalité des risques, et qui est basé sur une fonction de perte en deux parties, avec la première partie de la vraisemblance et la deuxième partie qui est inspirée de l'indice de concordance. Donc on a l'ensemble de ces modèles, les trois modèles de comparaison et les modèles avec pseudo-observation, qui sont en fait des modèles basés sur les réseaux de neurones. Je présente ici la méthode qu'on a utilisée pour rechercher les hyperparamètres du réseau de neurones. Donc le réseau de neurones, il y a une image ici simplifiée d'un réseau de neurones avec 4 données en entrée, 2 couches cachées et la sortie. Et on va venir chercher donc l'ensemble des hyperparamètres qui vont constituer la structure finale de mon réseau de neurones en utilisant une validation croisée simple dans le cas des données de simulation et une validation croisée double pour les données réelles. J'illustre un peu 3 hyperparamètres qu'on a optimisés. Il y en a d'autres, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. On a optimisé par cette validation croisée le nombre de couches cachées. Donc ici, on en a 2. On a pu tester des réseaux de neurones avec 3, 4, 1. On a ici 3 couches cachées, 3 neurones pour une couche cachée. On a pu tester différentes valeurs pour ce nombre de neurones.
On a pu essayer aussi différents taux de dropout. Donc le dropout, ça consiste à désactiver certains neurones du réseau de neurones pour éviter le surapprentissage. Donc voilà, c'est que 3 exemples d'hyperparamètres qu'on a optimisés en faisant notre recherche de structure de réseau de neurones. Maintenant, les données qu'on a utilisées. Donc il y a des données de simulation et des données réelles. Pour les données de simulation, on a simulé des données selon le générateur de fonctions aléatoires de Friedman. Donc c'est il est basé sur le modèle AFT. L'idée, c'était surtout de simuler des données avec des interactions complexes pour tester nos réseaux de neurones sur des données complexes. Et on a aussi voulu tester 2 niveaux de censure, qui étaient la censure à 20%, donc basse, et la censure élevée à 60%. Pour chaque niveau de censure, on a généré 100 bases de données avec 4000 échantillons par base, et séparé en 2000 échantillons de test et 2000 entraînements. Ensuite, on a des données réelles, donc les données métabriques sur le cancer du sein, avec 1960 patientes, plus de 50% de censure, 6 variables cliniques et plus de 800 gènes. Et on a les données de cancer du poumon, avec plus de 4000 patients, un taux de censure à 49%, 2 variables cliniques et 1000 gènes. Alors maintenant, les résultats. On a 2 critères de comparaison pour présenter les résultats, l'indice de concordance et le score de Brir intégré. Il faut noter que les 2 critères de comparaison sont pondérés sur la censure, c'est pour ça que j'ai marqué IPCW. Et on a donc un indice de concordance qui sera bon s'il est proche de 1 et un score de Brir intégré qui sera bon s'il est proche de 0. Maintenant nos résultats. Pour les simulations, donc vous avez à gauche l'indice de concordance pour les 20% de censure et à droite pour 60% de censure, et un box plot représente l'ensemble des 100 valeurs pour donc les 100 bases simulées. On a les 3 premiers box plots qui sont des modèles de comparaison de référence, donc le modèle de Cox pénalisé et les forêts aléatoires de survie. Après on a les 3 modèles, donc Cox-CC, Cox-Time et DPIT, et après on a les 3 modèles de pseudo-observation. Et donc on observe qu'on a des meilleurs résultats pour 20% de censure, donc on a les box plots plus hauts par rapport à 60% de censure à droite, et qu'on a des meilleurs résultats à 20% de censure pour les modèles de réseau de neurones et les forêts aléatoires de survie. Ensuite, donc le score de Brir intégré, on observe donc la même chose, 20% de censure à gauche et 60% de censure à droite. On a le même phénomène avec donc les scores de Brir meilleurs à gauche puisqu'ils sont plus bas. Avec toujours cette tendance avec des meilleurs résultats pour les réseaux de neurones par rapport au modèle de référence. Maintenant, c'est les résultats pour les données réelles pour le cancer du sein. Donc là, on a indice de concordance à 5 ans et à 10 ans, avec 2 situations à chaque fois. Un modèle pour lequel on a inclus toutes les variables et un modèle où on a inclus seulement les variables cliniques. En encadré vert, c'est le meilleur résultat pour une colonne donnée, et en pas encadré vert, c'est le moins bon résultat pour une colonne donnée. Ce qu'on peut dire en synthétisant, c'est qu'on a de bonnes performances générales plutôt pour le modèle de Cox pénalisé, donc le modèle Lasso, et la forêt aléatoire de survie, et qu'on a aussi de manière générale des meilleures performances pour les modèles avec seulement données cliniques que les modèles avec données cliniques et données génétiques. On a par exemple pour Cox-Time un C-index à 0,72, enfin 726, par rapport à 0,654 quand il y a toutes les variables. On a le score de Brir pour donc ces mêmes données. Donc c'est tracé le score de Brir au cours du temps. Et on observe qu'on a donc un ensemble, les modèles de comparaison sont les modèles tracés en pointillés. Et on observe qu'on a le même phénomène avec des meilleurs résultats quand on a les modèles avec seulement les variables cliniques, puisqu'on a nos courbes qui sont plus proches de 0 à droite qu'à gauche. Ensuite, nos résultats pour le cancer du poumon. Donc on a la même comparaison, toutes les données et seulement les données cliniques. Là, on observe quelque chose de différent. On a des meilleures performances générales plutôt quand on a des modèles avec toutes les données par rapport aux modèles avec seulement les données cliniques, et des meilleures performances pour les réseaux de neurones par rapport aux modèles de référence. Voilà. Et la même chose avec le score de Brir. Donc le score de Brir, on a toujours le score de Brir au cours du temps, avec toutes les variables à gauche et les variables cliniques à droite. Et on voit bien qu'on a des bonnes performances des réseaux de neurones par rapport au modèle de Cox et Cox pénalisé, mais on a aussi des bonnes performances des random forest, des forêts aléatoires de survie. Et
Donc, en conclusion, on peut dire que nos données de simulation donnent des résultats meilleurs avec une censure plus basse par rapport à une censure plus élevée, et pour les réseaux de neurones en particulier. Pour les données métabriques, on a des résultats meilleurs avec seulement les données cliniques. Et pour les données cancer du poumon, on a de bonnes performances des réseaux de neurones avec une amélioration des résultats quand on a toutes les données et pas seulement les données cliniques. Ces conclusions nous invitent à penser à des futures recherches, notamment à l'utilisation d'auto-encoders pour prétraiter les données réelles en entrée du réseau de neurones. Et je pense à ça notamment pour la partie données métabriques, pour venir réussir à synthétiser l'information qui peut être contenue dans les données génétiques pour ensuite les mettre en entrée du réseau de neurones. Et on veut également mettre en place une mesure d'incertitude des prédictions effectuées par nos modèles. Voilà. Merci pour votre attention.